Bonjour à tous, je suis Florence Porcel, Community Manager officielle de l'Univers, et je vous souhaite la bienvenue dans le 25e épisode de ce podcast où je vais vous parler de capture d'astéroïdes, de Mars, de courts-métrages de science-fiction en stop-motion et de plusieurs dates historiques. Une fois n'est pas coutume, commençons avec un coup de gueule issu du tweet de la semaine. Le Monde a partagé un article qui titre « Boum, écoutez le son du Big Bang » et ça a eu tendance à m'agacer prodigieusement, voyez-vous. Alors il y a déjà deux mensonges rien que dans ce titre. Boum, c'est faux, le Big Bang n'a pas fait boum a priori, et même si ça avait été le cas, ce n'est pas boum qu'on entend dans le fichier audio qu'on nous promet. Et deuxième mensonge, il ne s'agit pas du son du Big Bang, mais celui de l'univers primordial, ce qui est quand même très différent. Je vais y revenir. Donc, cher blog Big Brother, que j'apprécie beaucoup en règle générale, ce n'est pas parce que les lecteurs ne sont pas spécialistes, et moi la première, qu'il faut raconter n'importe quoi. Titré « Écoutez le son reconstitué de l'univers primordial » ou de l'univers nouveau-né si vous voulez pas utiliser de mots compliqués, voilà qui aurait été correct. Cela dit, et voilà la deuxième chose énervante, ils n'ont fait que recopier le fichier d'origine venu du scientifique qui a reconstitué ce son puisqu'il l'a intitulé lui-même Big Bang Sound. On peut évidemment mettre ça sur le compte d'une approximation due à la vulgarisation de la chose, mais c'est quand même limite. Puisque le son reconstitué correspond à celui d'entre 380 000 et 760 000 ans après le Big Bang, parler d'univers nouveau-né, par exemple, donc, n'aurait pas été plus compliqué à comprendre pour des non-initiés. Parce que déjà, l'expression « le son du Big Bang » n'a pas vraiment de sens en elle-même. Pour avoir du son, il faut un endroit où il puisse se propager, et cet endroit, il faut qu'il contienne quelque chose, donc un matériau, un gaz, peu importe. Par exemple, l'espace est un endroit, certes, mais comme il est vide en règle générale, enfin pas tout à fait, mais on va pas rentrer dans les détails, le son ne peut pas s'y propager. Il faut donc un endroit non vide pour qu'il puisse y avoir du son. Or, on ne sait même pas si le Big Bang a eu lieu quelque part, puisque c'est le Big Bang lui-même qui a créé l'espace et le temps. Pour que le Big Bang ait pu émettre un son, il aurait fallu qu'il ait eu lieu dans une autre dimension d'espace et que cette autre dimension d'espace ne soit pas vide. Alors il y a bien des théories qui disent qu'il est possible que notre univers soit en fait contenu dans une autre dimension, mais on ne sait pas si cette autre dimension, de toute façon, peut laisser se propager des ondes sonores telles qu'on les connaît. Et quand bien même ce serait le cas, on n'a pas accès à cette autre dimension. Donc ce son nous est complètement inaccessible. Donc dans tous les cas, l'expression « le son du Big Bang », ça n'a pas de sens. Bon. Mais admettons que ce scientifique ait voulu répondre à cette question d'un petit garçon. Donc, pour reconstituer le son de l'univers primordial, il s'est appuyé sur les données de la carte du satellite Planck de l'Agence spatiale européenne dont je vous ai parlé dans le dernier podcast. Cette image, cartographiant les fluctuations de température de l'univers quand il était âgé de 380 000 ans, il a pris ces températures et il les a converties en ondes sonores à l'aide d'un logiciel mathématique. Big Brother parle d'approximation. Ben tu m'étonnes. C'est comme si on convertissait les nuances de couleur d'un tableau de Cézanne en impulsions électromagnétiques pour des extraterrestres qui n'auraient pas le sens de la vue. Je suis pas vraiment sûre que ça leur donnerait une idée de ce à quoi ressemble la montagne Sainte-Victoire, par exemple, mais bon. Admettons qu'on puisse avoir une idée du vagissement de l'univers primordial avec ses fluctuations de température. On a donc un son qui est déjà une approximation. Mais cette approximation était tellement dans les basses, vu que ce son vient de très 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 loin, genre plus de 14 milliards d'années, que le scientifique a dû accroître les fréquences pour que l'oreille humaine puisse les entendre. Et il les a accrues 100 quadrillions de fois, soit 100 avec 24 zéros derrière. Bref, ça veut absolument rien dire, tout ça, ça n'a pas de sens. Et moi, je trouve ça nul qu'on ait utilisé de la puissance de calcul et du temps de recherche pour ça, alors que ça aurait pu être utilisé pour quelque chose de plus constructif, qui fasse vraiment avancer la science et la connaissance. Voilà. J'ai fini de râler. Je mettrai quand même ce son en ligne sur mon blog florenceporcel.com, mais ne vous attendez pas à grand-chose de waouh, d'incroyable. La personnalité de la semaine, c'est James Hansen, un physicien et climatologue qui a notamment étudié l'atmosphère de Vénus, qui a quitté le 2 avril dernier son poste de directeur de l'Institut Goddard des études spatiales de la NASA, un laboratoire de sciences climatiques. Je le cite, « Il veut pouvoir se consacrer entièrement à la recherche scientifique, mobiliser l'attention des jeunes sur les implications du réchauffement et expliquer ce que la science recommande. » Il qualifie son engagement en faveur du climat d'obligation morale et c'est compliqué pour lui de poursuivre ce combat en étant employé par l'État puisque c'est souvent contre l'État qu'il lutte. Donc forcément, ça lui a valu des ennuis souvent et des tensions de la part de sa hiérarchie. Alors du coup, pour être totalement libre de faire et de dire ce qu'il pense, il a préféré s'en aller.
James Hansen, c'est le premier à avoir étudié le changement climatique sur Terre et à avoir écrit des articles scientifiques sur le sujet. Ce sont ses recherches sur l'atmosphère de Vénus, qui est un véritable four, qui l'ont amené à s'intéresser au réchauffement de notre propre planète. Il a souvent été décrié parce qu'il a souvent manqué de mesures ou de réserves, mais il se trouve que toutes ses prédictions depuis plus de 30 ans se sont avérées justes. Et son directeur adjoint a d'ailleurs dit: James Hansen a été à l'avant-garde de quasiment toutes les avancées conceptuelles dans la science du climat depuis 40 ans. Ce que Jim a écrit il y a 20 ans a donné le ton à tout ce champ de recherche et ses prédictions se sont généralement concrétisées, malheureusement pour la planète. Et pour finir dans la joie et la bonne humeur sur ce sujet, ou pas loin, Stephen Hawking a dit lors d'une conférence à Los Angeles le 9 avril dernier que si on ne part pas de cette planète fragile d'ici 1000 ans, l'humanité ne survivra pas. Voilà. Maintenant que je vous ai bien plombé avec un avenir sans aucun espoir, faisons un retour vers le passé où on commençait à essayer de voir un petit peu ce qu'il y avait à faire de beau au-delà de notre planète toute fragilisée. 40 ans, ça fait désormais 40 ans tout rond que la sonde pionnière, je sais pas comment on dit en fait, Pioneer 11 a quitté la Terre pour aller visiter le système solaire. C'était un 5 avril et même si elle n'est plus en communication avec nous depuis 1995, elle a quelques exploits à son actif. C'est la première à avoir atteint Saturne en 1979 où elle a découvert l'anneau F et 2 autres lunes. Elle a testé la trajectoire de la future Voyager 2 vers Uranus et Neptune et elle a bien sûr à son bord le fameux message destiné à une éventuelle intelligence vivant ailleurs. Autre date de la semaine, c'est le 11 avril 1970, jour du décollage de la fusée qui a propulsé le module Apollo 13 dans l'espace pour aller vers la Lune, avec la suite que l'on connaît. L'explosion d'un réservoir d'oxygène a donné lieu au célèbre Houston, on a un problème, et malgré une situation très préoccupante, l'équipe a pu amérir saine et sauve le 17 avril, faisant de cette mission un échec réussi. Si vous ne le connaissez pas, je vous conseille vivement le film Apollo 13 qui reproduit très fidèlement la réalité. Et pour l'anecdote, en version originale, les échanges entre la capsule et le centre de contrôle à Houston sont les enregistrements originaux. Dernière date de la semaine, ça fait 52 ans que les Russes ont envoyé le tout premier homme dans l'espace. Yuri Gagarin était alors âgé de 27 ans et il a fait le tour de la Terre en 1h48 avant de redescendre sur le plancher des vaches. C'est un an plus tard que nos amis russes ont décidé que le 12 avril serait férié et l'ont appelé Cosmonautics Day. Et depuis 2011, l'ONU a décrété que le 12 avril serait également la journée internationale du vol spatial habité. Bizarrement, j'en ai entendu parler nulle part et aucun média spécialisé, hélas, n'a fait de bilan de ce qui est prévu à ce propos dans le futur proche. Peut-être aussi parce qu'il n'y aurait pas grand-chose à écrire, hein. Bref, en attendant des vols spatiaux habités, j'espère ne pas être dans la seule génération depuis un siècle à ne jamais connaître l'être humain au-delà de l'ISS. Faisons un tour du côté de l'info de la semaine. Un astéroïde pourrait bien être la prochaine destination d'êtres humains dans l'espace, avant même un retour sur la Lune ou un voyage vers Mars. C'est un projet de la NASA qui consisterait en trouver un astéroïde d'environ 500 tonnes et de le remorquer dans un sac géant, à l'aide de ce vaisseau spatial, jusqu'à la Lune, autour de laquelle il devra être mis en orbite. Notre satellite naturel aura donc un satellite artificiel, l'idée m'amuse beaucoup. Mais pourquoi faire exactement ? C'est un sénateur de Floride qui l'explique, je le cite. Ce programme combine à la fois la recherche nécessaire pour exploiter les ressources des astéroïdes et les moyens de dévier leur trajectoire en cas de menace pour la Terre, ainsi que le développement de technologies permettant de faciliter une future mission habitée vers Mars. Alors Charles Bolden, l'administrateur de la NASA, confirme le premier point. Il faut absolument développer la technologie qui permettra d'empêcher un astéroïde ou d'autres types de corps d'entrer en collision avec la Terre. Un des résultats fortuits de ce vol de récupération d'un astéroïde que nous espérons sera la démonstration d'une aptitude à déplacer un astéroïde, à le faire dévier, même très légèrement. Quant au deuxième point, celui des missions habitées, celui qui m'intéresse, il s'agira au début d'aller y faire des prélèvements, mais à terme c'est Mars qui est visé. Charles Bolden le résume encore très bien. Cette mission nous permet de développer nos moyens d'explorer plus loin que jamais, vers un astéroïde et vers Mars, vers des millions dont l'humanité a rêvé, mais qu'elle n'a jamais eu l'espoir d'atteindre un jour. Nous sommes sur le point de pouvoir dire à nos enfants et à nos petits-enfants que nous y sommes presque. J'ai envie de dire, c'est pas trop tôt, mais au niveau du timing, il faudra quand même être patient. Le premier humain à fouler le sol de l'astéroïde devrait aller le gratouiller en 2021 et une mission vers Mars est toujours prévue autour de 2030. C'est pas demain, donc c'est après-demain. Et si on met autant de temps à se décider à y aller, c'est parce que c'est très compliqué, Mars. La principale épreuve, c'est la distance, et on se rend pas toujours compte de leur grandeur.
Puisqu'on n'est pas vraiment adapté à penser à des échelles aussi vastes, du coup, le bidule connecté de la semaine aide pas mal à se faire une idée. Ça s'appelle distancetoMars.com et ça part d'un principe simple. Imaginez la distance Terre-Mars si on ramène le diamètre de la Terre à 100 pixels. Alors, les premiers pointillés autour, c'est l'orbite de l'ISS et du télescope spatial Hubble, par exemple. Les deuxièmes pointillés, quand on s'éloigne, ce sont les satellites de géolocalisation. Et ensuite, alors la Lune, bien sûr, qui se trouve à 3000 pixels de là. Et si on veut atteindre Mars au moment où elle se trouve le plus proche de la Terre... Voilà, on voyage 3 fois plus vite que la vitesse de la lumière. Alors imaginez comme c'est rapide, étant donné qu'une des sondes les plus rapides fabriquées par l'homme n'atteint que 0,00005% de la vitesse de la lumière. Et à cette vitesse folle, donc c'est seulement maintenant qu'on arrive 428 000 pixels plus tard. Tout ça pour dire que je m'impatiente, mais je sais à quel point Mars c'est loin et c'est donc très complexe d'y envoyer des êtres vivants. Puisqu'on est arrivé sur Mars, allons voir du côté de l'image de la semaine 2 cratères martiens qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Voilà, pour le plaisir de la rétine. Donc Mars, c'est joli, mais heureusement des choses chouettes se passent aussi tout près de chez nous. Dans les événements à ajouter au calendrier, il y a la fête de la Bretagne, à l'occasion de laquelle l'Espace des Sciences propose un spectacle qui sera joué le 22 mai à Saint-Malo et le 23 mai à Morlaix. Plus proche dans le temps, mardi prochain, le 23 avril, Astro Junior répondra à la question « Pourquoi le ciel est-il bleu ?» en direct à 20h30 dans une expérimentation en ligne. Et je vous rappelle que Space Apps Challenge, c'est la semaine prochaine à la cantine à Paris et à Toulouse en partenariat avec le CNES. Il faut relever 50 défis proposés par la NASA qui vont de la création d'une application à l'élaboration d'une base de données, en passant par le design d'une base spatiale et le dessin d'un plan pour imprimer en 3D. Donc si vous êtes hacker, développeur, graphiste, designer, enfin tout ce genre de choses, inscrivez-vous sur le site de la cantine, ça se passera le 20 et le 21 avril prochain. Moi, je suis hélas rien de tout ça, je ne participerai donc pas, mais je serai sur place le dimanche quand même, parce que je suis une grande curieuse. Et du côté de la culture, pour terminer, alors je suis très émue de vous faire part de la mise en ligne d'un court-métrage de science-fiction en stop-motion, dont le personnage central se trouve être le Lego qui me représente. C'est Lionel de Vusk Prod qui a écrit, réalisé, mis en scène, composé, monté, produit ce film de presque 5 minutes et c'est un véritable petit bijou d'animation. En voici un extrait. Puisque Mars est menacé par un astéroïde qui risque de la percuter à l'automne 2014. Pour l'instant, rien n'est sûr, elle passerait à 50 000 km selon les derniers calculs, mais sa trajectoire pourrait évoluer d'ici à l'année prochaine et il y aurait un risque qu'elle percute notre vieille planète rouge. Si c'était le cas, le point d'impact pourrait créer un cratère de 500 km. Il se trouve qu'on est dans une zone juste entre les deux, puisque la valeur du champ de Higgs qui donne la masse aux différentes particules élémentaires ne change jamais. Et ce qui va se passer, c'est que la matière telle qu'on la connaît va disparaître. Il y a un travail incroyable au niveau de la bande sonore, la lumière est impeccable, je me suis amusée à le regarder plan par plan parce que c'est d'une richesse inouïe au niveau des décors. Bref, ce garçon a un talent fou et je suis vraiment très honorée d'avoir ce court-métrage à mon nom, c'est un truc de malade. Donc merci encore 1000 fois Lionel, c'est un boulot de titan pour un résultat très impressionnant. N'hésitez donc pas à aller liker cette vidéo et à la partager parce qu'il le mérite grandement. Et puisqu'on est dans les remerciements, je voudrais remercier tout particulièrement Aurélien qui m'a accueilli chez lui le week-end dernier et qui m'a fait visiter le CERN dans ses moindres détails. Je vais essayer d'en faire un podcast spécial. J'ai passé un week-end complètement dans un autre monde et c'était trop génial. Alors Aurélien, je sais que tu m'écoutes. Merci
merci encore. Et merci également à tous ceux qui m'ont dit comment faire pour uploader plus de 15 minutes de vidéos sur YouTube. Je savais bien qu'il y avait une bonne raison pour que je reste bloqué à 15 minutes. Il faut donner son numéro de téléphone. YouTube a dû me le demander au début, mais voilà, je ne veux pas donner mon numéro à Google. Ce sera donc hors de question. Tant pis. Et merci à ceux qui notent ce podcast sur iTunes et qui y laissent un commentaire. C'est pas grand chose individuellement, mais vous n'imaginez pas à quel point ça me motive pour sacrifier mes week-ends à faire ce podcast, alors que j'ai déjà des semaines très très chargées. Et si elles sont aussi chargées, ces semaines, c'est parce que j'ai un boulot génial qui consiste à faire l'andouille tous les dimanches à 20h sur France 5 dans le 20-20h. Cette semaine, on traite de l'école et de l'éducation, à voir sur Dailymotion si vous l'avez raté à la télé. À la semaine prochaine!